Bonjour à tous. Moi, c'est Patrick Ndongo, spécialiste en protection de l'environnement, mais aussi biologiste de formation. Alors, je viens dans cette nouvelle vidéo pour parler d'un thème. Le thème est le suivant: contribution de l'environnement à la sévérité des morsures de serpents, cas de l'Afrique. C'est-à-dire comment est-ce que le changement d'environnement, par exemple par l'homme, peut impacter sur l'éthologie, c'est-à-dire le comportement des serpents et augmenter le risque de morsure. Alors déjà, je vais dire, c'est la création d'environnements artificiels, la déforestation de façon incontrôlée, ou alors les travaux d'irrigation pour le développement du secteur agricole ont des effets sur le comportement des populations reptiliennes, notamment les populations, notamment les serpents beaucoup plus. Et ces activités augmentent donc le risque de contact entre l'homme et les populations reptiliennes. Alors, déjà dans mon premier point, le premier point, ça sera comment est-ce qu'on peut mesurer ce risque de contact. Et déjà, pour mesurer ce risque de contact, il faut déjà connaître ce que c'est que la faune. Donc, un peu la connaissance de la faune. En fait, la faune, c'est un peu un ensemble d'animaux qui vivent dans une région donnée. Alors, la probabilité de rencontre entre un homme et un animal venimeux dépend de deux facteurs. Il y a par exemple la composition du peuplement et l'abondance des populations. Qu'est-ce que j'entends par la composition du peuplement? La composition du peuplement, c'est un peu les différentes espèces présentes dans un milieu. Et ce que j'entends par l'abondance des populations, c'est ce qu'on appelle le nombre d'individus de chaque espèce. Donc, en fait, généralement, les serpents et les scorpions ont un territoire limité à quelques dizaines ou alors des centaines de mètres. C'est-à-dire, il est assez difficile de voir ces animaux se déplacer à plus de 200 mètres de leur territoire. Ils ne peuvent que se déplacer dans des cas exceptionnels. Et généralement, ils ne se déplacent que lorsque leur environnement est bouleversé. Alors, c'est ça qui m'amène donc à parler du deuxième point, qui est l'exploitation agricole, qui est l'un des facteurs ou alors quelque chose qui peut attirer les serpents, ou alors qui peut augmenter le risque de morsure. En fait, l'impact des interventions humaines sur l'environnement commence à être mesuré précisément à partir des feux de brousse. C'est-à-dire, si on prend le cas des feux de brousse, les feux de brousse, ce sont des pratiques qu'on utilise généralement pour le défrichage lorsqu'on veut faire des champs ou alors de la grande agriculture. Et aussi, ces feux de brousse permettent de tuer les parasites. Et évidemment, lorsqu'on utilise les feux de brousse, cela diminue la densité des serpents à 79%. Mais en réalité, ça ne change pas, ça ne modifie pas la composition du peuplement. J'ai dit tantôt, la composition du peuplement, c'est les différentes espèces présentes dans un milieu. Donc, ces feux de brousse ne modifient pas la composition du peuplement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on utilise les feux de brousse, on va constater que, c'est-à-dire, après avoir utilisé les feux de brousse et et commencer à faire des champs, un an plus tard, la densité reptilienne, c'est-à-dire la densité des populations qui étaient avant les feux de brousse, retrouve son pourcentage. Et pourquoi j'ai dit cela? C'est parce que lorsqu'on fait les feux de brousse, c'est pour faire des champs, c'est pour s'aimer. Pour faire de l'agriculture, pour faire, comme j'ai dit tantôt, pour développer le secteur agricole. Et l'une des choses qui attire les serpents, c'est les proies. Alors, on aura donc dans certains cas, on aura la présence des serpents spécialisés. C'est-à-dire les serpents spécialisés, ce sont des serpents qui se nourrissent d'un type de proie, d'un seul type de proie. Et on va retrouver ces serpents spécialisés au niveau des secteurs agricoles, au niveau des champs. Par contre, les serpents généralistes, qui sont des reptiles, qui se nourrissent de plusieurs types de proies, on va beaucoup plus les retrouver au niveau des forêts.
Je ne sais pas si on essaie de comprendre déjà ce que je suis en train de montrer. C'est-à-dire, je suis en train de montrer que le secteur agricole, lorsqu'on fait le secteur, on développe le secteur agricole, cela attire les animaux. Pourquoi? Parce que cela attire les serpents. Pourquoi? Parce que les serpents, l'une des choses qui attire les serpents sont les proies. Et généralement, la présence de l'homme est accompagnée des commensaux. Qu'est-ce que j'entends par des commensaux? Les lézards, les grenouilles, les souris. Et lorsqu'il y a cette présence de l'homme, quand il y a la présence de l'homme dans un environnement donné, il y a généralement ces commensaux qui suivent. Et ces commensaux donc aussi attirent donc des serpents spécialisés. Voilà pourquoi en Côte d'Ivoire, par exemple, en Côte d'Ivoire, des biologistes ont montré que les plantations agro-industrielles couvrant plusieurs hectares abritent de nombreux serpents caractéristiques. Il faut noter que quand je parle du secteur agricole, le secteur agricole, ce sont des bonnes initiatives, mais ça modifie aussi l'environnement. Parce que n'oubliez pas le thème, j'ai dit tantôt, comment est-ce que le changement d'environnement impacte sur l'éthologie des serpents. Et j'ai donc dit, il y a maintenant par exemple la méthode d'irrigation utilisée dans les plantations de bananes. La méthode d'irrigation permet aussi d'obtenir des peuplements différents de serpents. Exemple, les plantations grainées, c'est-à-dire les plantations qu'on utilise le grainage, attirent beaucoup plus les, comment est-ce qu'on appelle ces serpents-là? Les couleurs d'eau pisciphores. Notamment c'est le serpent qu'on appelle Aphronacris anoscopus. Donc dans ce type de plantation, on va trouver beaucoup plus cette espèce dans cet environnement. Dans les bananeraies où la rétention d'eau est assurée par un paillage épais, on aura beaucoup plus les vipères. Par exemple, le type de vipère qu'on aura là-bas, on aura le Cossus maculatus. En revanche, on aura aussi au niveau des plantations de palmiers à huile. Là-bas, on va trouver beaucoup plus les élapidés. Les élapidés, c'est une famille de mambas. Donc, les élapidés, ça fait partie de la famille des mambas. Parce que nous savons qu'il y a le mamba noir et le mamba vert. Et on va plus trouver donc ces mambas dans les plantations de palmiers à huile. Contrairement aux forêts voisines. C'est-à-dire, dans les forêts voisines, il y aura moins de mambas. Mais dans les plantations de palmiers à huile, il y aura plus, on aura beaucoup plus de mambas. Aussi au niveau des plantations de canne à sucre. Dans les plantations de canne à sucre, on aura les vipéridés. Les vipéridés, c'est la famille des vipères. Beaucoup plus, notamment, on aura le serpent qu'on appelle le Bitis gabonica, c'est-à-dire communément appelé la vipère du Gabon. C'est l'un des serpents dont le venin provoque des réactions inflammatoires et des hémorragies. Alors, j'ai essayé donc de montrer comment, j'ai pris juste le cas de l'agriculture, comment est-ce que le changement d'environnement rapproche les reptiles, les populations reptiliennes vers les hommes et augmente donc les risques de morsure de serpents. Alors, je vais parler dans ce point maintenant de la prévention et de la gestion des morsures. En fait, il y a 3 façons d'agir. Réduire déjà les serpents, c'est-à-dire réduire le nombre de serpents, éviter le contact avec l'homme et améliorer la gestion de l'accident. Par exemple, on a vu je pense, en Côte d'Ivoire, que l'utilisation des barrières électriques empêchait l'intrusion des serpents au niveau des champs. Donc, déjà, c'est une méthode on peut utiliser, que les populations, ou alors que les agriculteurs peuvent utiliser. Il y a aussi le nettoyage des maisons ou alors l'élevage des prédateurs. Qu'est-ce que j'entends par prédateurs? C'est-à-dire des prédateurs, c'est-à-dire des animaux qui se nourrissent de serpents. Certains utilisent des mangoustes, ils élèvent des mangoustes. Ce sont des prédateurs de serpents. Il y a aussi cette méthode-là qu'on peut utiliser. Il y a aussi, par exemple, les précautions individuelles. C'est-à-dire lorsqu'on n'a pas, par exemple, les moyens de faire des clôtures électrifiées ou alors d'élever des prédateurs. Pour ceux qui font des plantations, un peu comme nous, on allait souvent au village, quand on faisait des plantations avec nos grands-mères, il est préférable dans ce cas d'utiliser
d'utiliser un chapeau, des bottes et des gants. Et déjà aussi en cas de morsure de serpent, là-bas c'est un autre, ça peut être tout un coup. Parce que déjà il faut qu'on sache que quand un serpent te mord, à chaque serpent équivaut un antivenin. Donc en cas de morsure de serpent, c'est vrai, il est préférable d'aller immédiatement dans un hôpital. Mais aussi, il est important, si l'on peut, de connaître déjà, il va avoir une bonne connaissance des symptômes de chaque espèce de serpent. Par exemple, chaque espèce de serpent, chaque morsure a des symptômes spécifiques. Donc, en fait, c'était donc juste cette petite vidéo que je voulais partager, histoire pour nous d'en tirer de voir ce qu'on peut faire pour améliorer aussi le secteur agricole et aussi, c'est-à-dire préserver notre environnement, réduire les risques de morsure contre ces animaux, contre des animaux venimeux, mais aussi beaucoup plus dans le sens d'éduquer. C'est juste comme une sorte d'éducation que nous tous nous essayons de faire dans cette petite vidéo. Donc du coup, si ma vidéo t'a plu, n'oublie pas de cliquer sur like et de t'abonner sur ma chaîne YouTube. Bye.